sommes toujours dans cette école de samba qui en fait est un lieu de répétition. Mais pendant le carnaval, n'allez pas imaginer que toutes les écoles de samba défilent au bord de la plage, dans toutes les rues de Rio. Non, non, non. Il y a ce qu'on appelle un sambodrome. Tenez, regardez. Il n'y a personne, vous me direz. Mais en réalité, pendant les fêtes de carnaval, il y a des milliers, des millions de personnes qui sont installées de part et d'autre de cette sorte de terrain de football bétonné tout en long. Et les gens sont là de 6 h du soir jusqu'à 6 h du matin pour élire la meilleure école samba de l'année. Et je voudrais vous donner une petite indication chiffrée. Pour les grands hôtels, pour les grands palaces de Rio, une place dans une des loges au Sambodrome peut coûter plus de 1 000 $. 1 000 $, ça représente 6 000 francs. Mais pour 6 000 francs, vous avez le spectacle, vous me direz, le plus beau du monde, mais aussi à boire, à manger, et y compris le petit déjeuner. À l'inverse, il y a des places très très bon marché. Et qui sait, je vous souhaite un jour de venir assister à l'un des plus beaux spectacles du monde, ici, sur le Sambodrome. Puisque je parle de spectacle et de beauté, nous allons quitter cet endroit magique pour aller au bord de l'eau. Et vous allez voir que vous ne le regretterez pas, surtout vous, messieurs. Retrouvez Sophie Favier. Bonsoir, Sophie. Bonsoir Jean-Pierre, je suis effectivement à Ipanema, quelques kilomètres de Copacabana, pour vous présenter un défilé de maillots de bain brésiliens. Oh, les voilà, oui. Elles sont superbes. Alors, eh bien les voilà, oui effectivement. Donc le maillot de bain brésilien date des années 60. La plus vieille marque au Brésil s'appelle la marque Boom Boom. Et Sophie, qu'est-ce que ça veut dire Boom Boom? Eh bien, ça signifie petite fesse, figurez-vous. Donc Boom Boom, deux fesses. Ici, elles ont des fesses particulièrement musclées, bronzées. Je mets mes lunettes Jean-Pierre parce que je n'en peux plus. J'allais vous le proposer parce que vous avez une petite mèche entre les deux branches. Vous êtes bon. Dites-moi, le maillot, hein, on va parler surtout du bas du maillot et surtout de côté Boom Boom. Hein. Est-ce que tout le monde, est-ce que toutes les femmes qui nous regardent peuvent oser porter ce type de maillot? Écoutez, je crois qu'ici, effectivement, elles sont tellement belles et musclées que c'est quand même réservé, je dirais, à une tranche de femmes plutôt jeunes. Oui. Mais il est vrai que le maillot de bain brésilien est apparu dans les années 60 à la libération de la femme. Et ici, bizarrement, le topless est interdit, c'est-à-dire que les seins nus sont interdits, contrairement à chez nous en France, où on a les fesses, je dirais, nos boom boom beaucoup plus couverts. Ici, on découvre les boom boom et on ne montre pas la poitrine, tout simplement. Dites-moi la vérité, si je vous crois cet été sur la plage, vous porterez ce type comme celui-là, ce type de maillot? Ben oui, je crois que c'est une... oui, moi Oui. j'ai pas mal de... Oui, je trouve ça ravissant. Assez dur à porter, je dois dire, mais ma foi, je vais courir dans une salle de musculation. Sophie, on va parler un petit peu de prix maintenant. Est-ce que moins il y a de tissu, plus c'est cher? Non, ici les maillots de bain ne sont pas trop chers. Vous en avez à tous les prix. Mais c'est vrai que vous payez quand même cher la ficelle, si j'ose dire. Você me chama, eu quero ir pro cinema. Você reclama, meu coração não contenta. Você me ama, mas de repente a madrugada mudou e certamente aquele trem já passou, se passou, passou. Daqui a melhor foi. Só quero saber o que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber o que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber o que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber. Merci Sophie. Voici le retour ici pour quelques secondes à peine dans cette école de samba. Oh, j'aurais bien voulu étudier dans une école de samba. Et tout de suite, regardez ces images. Nous partons pour Bahia. Écoutez Félix Gray qui va chanter Bahia. Mais d'abord, ces images qui vous présentent une promenade dans le quartier du Pelourinho de Salvador da Bahia. L'église de San Francisco date de la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe. L'hôtel de Saint-Pierre de Alcantara. Et alors, il y a une petite anecdote particulière. Il y avait des sexes aux anges parce que ce sont des esclaves qui ont sculpté ces anges et ils ne savaient pas qu'il ne fallait pas de sexe aux anges. Par conséquent, les franciscains ont fait couper les sexes des anges. On change, vous l'imaginez maintenant, totalement de sujet puisque c'est Félix Gray qui chante Bahia.
les manèges de Bahia, les feux des favelas, tous les tambourins de Chine, les fossins des Messali ne me feront pas oublier, non, 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 qu'une nuit tu m'as aimé. Tous les câlins des câlins, les divans des divines, tous les rois, toutes les queens, les pompons des Mélucies ne me feront pas oublier, non, 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 qu'une nuit tu m'as aimé. Comme un force à évader, comme un gourou de demain, comme le fils du dernier des chefs indiens, comme un loup qu'on veut dresser, le fouet à la main. Tu m'as aimé trop mal et trop bien, comme si j'étais le dernier des hommes que tu peux trouver, le dernier qui pouvait tout accepter. Tellement tu l'as rendu fou, il s'est couché le loup, sans faire trop de bruit à tes côtés. Tous les manèges de Bahia, les chats de tequila, toutes les eaux du Niagara, les malices des malicieux ne me feront pas oublier, non, 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 qu'une nuit tu m'as aimé. Comme un force à évader, comme un gourou de demain, comme le fils du dernier des chefs indiens, comme un loup qu'on veut dresser, le fouet à la main. Tu m'as aimé trop mal et trop bien, comme si j'étais le dernier des hommes que tu peux trouver, le dernier qui pouvait tout accepter. Tellement tu l'as rendu fou, il s'est couché le loup, sans faire trop de bruit à tes côtés. Est-ce que tu te souviens des mots que tu disais? Est-ce que tu te souviens de tout ce qu'on a fait? Est-ce que tu te souviens de tes larmes versées? Est-ce que tu te souviens comment tu m'as aimé? Comme un force à évader, comme un gourou de demain, comme le fils du dernier des chefs indiens, comme un loup qu'on veut dresser, le fouet à la main. Tu m'as aimé trop mal et trop bien, comme si j'étais le dernier des hommes que tu peux trouver, le dernier qui pouvait tout accepter. Tellement tu l'as rendu fou, il s'est couché le loup, sans faire trop de bruit à tes côtés. Comme un force à évader, comme un gourou de demain, comme le fils du dernier des chefs indiens, comme un loup qu'on veut dresser, le fouet à la main. Tu m'as aimé trop mal et trop bien, comme si j'étais le dernier des hommes que tu peux trouver, le dernier qui pouvait tout accepter. Tellement tu l'as rendu fou, il s'est couché le loup, sans faire trop de bruit à tes côtés. Voilà, nous quittons Bahia avec notre ami Félix Gray qui chantait une chanson qui s'appelle Bahia. Et nous voici au sein même de cette école de samba, la championne cette année, je vous le répète, en compagnie de personnalités que vous reconnaissez, notamment Raoni avec son plateau célèbre, accompagné d'un de ses fils, et Jean-Pierre Dutilleux, qu'on a surnommé l'Indien blanc. Jean-Pierre, bonsoir et bienvenue à Rio. Enfin, quand je dis bienvenue à Rio, je dis presque bienvenue chez vous. Bonsoir Jean-Pierre. C'est Voilà, vrai je que t'ai amené une copie du livre. Oui, alors le Brésil, c'est un pays que vous connaissez bien. Oui, c'est un peu une deuxième patrie pour moi, oui. En effet, ça fait 20 ans que je viens et je repars et je reviens au Brésil. Alors, cette aventure est racontée dans ce livre qui vient de paraître chez Robert Laffont qui s'appelle L'Indien blanc. L'Indien blanc, une vingtaine d'années de sortilèges amazoniens. Alors, l'Indien blanc, c'est vous, on est bien d'accord. Comment ça s'est passé? Comment devient-on un Indien blanc? Et qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce fils de médecin pour tout quitter, pour venir essayer de défendre les Indiens amazoniens? Je crois que très jeune, j'ai été attiré par l'Amazonie
Et c'était à la suite d'une quête plutôt mystique et spirituelle qui m'a emmené d'abord dans le Sahara. J'ai décidé de tout quitter et de suivre mon instinct et des signes encore indéchiffrables qui ont fini par m'amener chez les sorciers d'Amazonie. En fait, je rêvais de sorciers. J'ai fini par les rencontrer un jour. J'ai connu leur magie. Mais là, un bouleversement s'est opéré dans la mesure où j'ai aussi découvert un environnement naturel extraordinaire qui était saccagé et un peuple à l'agonie, le peuple des Indiens. Alors, environnement naturel saccagé, je crois qu'il faut bien le dire, puisque ça représente, pour être clair, et pour prendre un chiffre qui va frapper tout le monde, ça représente une forêt de Fontainebleau qui disparaît chaque jour. Oui, exactement. Il faut signaler que depuis la Deuxième Guerre mondiale, la moitié des forêts tropicales au monde ont disparu. Et que bien qu'elles ne couvrent que 2% de la planète, les forêts tropicales contiennent la moitié de toutes les espèces animales et végétales. Donc elles sont absolument essentielles pour la survie de l'humanité, dans la mesure où c'est un dernier laboratoire naturel où tous les jours de nouvelles espèces se créent, et notamment qui peuvent produire de nouveaux médicaments. Alors, les médicaments viennent pour la plupart, en tout cas la base de certains, d'Amazonie. On dit que c'est le poumon également de notre terre et que c'est indispensable. Et comment, avant de prendre la défense de l'Amazonie et des sorciers amazoniens de Raoni, comment avez-vous fait sa connaissance et en quelles circonstances? Alors Raoni, je l'ai rencontré en 1973. Je descendais le Rio Xingu en pirogue et un des frères Villas-Boas, qui était un petit peu mon mentor à l'époque, qui était un indigéniste qui déjà s'occupait des Indiens, m'avait donné un petit bout de papier avec quelques mots en kayapo que je ne comprenais pas. Et quand je suis arrivé dans le village de Raoni, j'ai lu mon petit papier devant les guerriers massés sur le rivage avec leurs gourdins, leurs longs cheveux noirs et leurs plateaux. Je tremblais de peur et puis un homme est sorti du lot et c'était Raoni. C'est ainsi que je l'ai vu la première fois. Alors, j'aimerais qu'on interroge Raoni. Ça n'est pas moi qui vais le faire, je vous le rassure. Je vous rassure tout de suite, c'est vous, Jean-Pierre. Quel enseignement tire-t-il de votre rencontre, notre ami Raoni? En quoi maintenant et quels sont les liens forts qui vous unissent tous les deux? Como Orlando sempre explicando a vida do branco, né? Então eu não esqueço. Então o João Pierre, ele é trabalhador de filme, né? Eu conheci muito bem. Alors, on va peut-être interrompre une seconde, oui, c'est ça. Alors, expliquez-nous ce qu'il nous raconte. Il confirme donc qu'il m'a connu. Raoni ne parle pas très bien le portugais, mais il confirme qu'il m'a rencontré de la façon que je vous ai décrite, et puis qu'il m'a accompagné pendant le tournage des films, et que petit à petit, il a considéré que c'était une chose importante pour eux de recueillir le témoignage de leur culture. Alors, ce livre que vous venez de faire paraître, l'Indien blanc, quel est votre rêve? Est-ce que vous avez déjà, à votre âge, envie de passer le relais? Oui, c'était. Je me suis engagé aux côtés de Raoni il y a 20 ans, en partie parce qu'il m'a sauvé la vie. Et il m'a demandé en échange que je lui donne un coup de main pour tracer les frontières de son territoire. Bon, c'est un combat très difficile. Vous vous rappelez, en 89, nous sommes passés d'ailleurs dans l'émission Sacrée Soirée. Et c'est toi, Jean-Pierre, qui était le premier à nous recevoir sur un plateau de cette envergure. À la suite de quoi nous avons fait le tour du monde. Nous avons visité 17 pays et nous avons créé une douzaine de fondations dans le monde entier qui nous ont permis de récolter les fonds nécessaires à la démarcation des frontières des territoires indiens. À la suite de quoi nous sommes repartis dans l'ombre pour travailler. Physiquement, ces frontières ont été donc tracées. Et il y a quelques mois, le président du Brésil, Itamar Franco, a enfin signé le décret présidentiel officialisant la création de ce grand territoire indigène. Il faut signaler que c'est immense, que c'est à peu près le tiers de la France. C'est une chose faite. Aujourd'hui, je pense que les Indiens doivent assumer eux-mêmes leur destin. Mais il y a d'autres parcs à créer, il y a d'autres peuples indigènes qui souffrent dans le monde entier. Et j'espère que certains de nos éditeurs, quand ils auront lu mon livre, auront envie de reprendre ce flambeau et de continuer ce combat. Est-ce que d'une façon générale, on peut dire que tout va mieux maintenant, grâce à vous, certes, mais aussi grâce à l'ambassadeur qui a été Raoni à travers le monde? Les choses vont un peu mieux, mais il y a encore énormément de travail. Mais c'est vrai que les autorités brésiliennes sont aujourd'hui
préoccupé par la démarcation des territoires indigènes. Les choses avancent, mais le Brésil a bien sûr d'autres difficultés, d'autres priorités. Mais il n'y a pas que le Brésil. Les problèmes se passent également en Birmanie, en Thaïlande, aux Philippines, en Papouasie, dans tous ces pays qui abritent les derniers morceaux de forêt tropicale. Jean-Pierre, de façon très anecdotique, j'aimerais qu'on revienne sur Raoni et sur ce qui fait au premier abord son originalité. Pour ceux qui n'auraient pas vu Sacrée Soirée en 89, c'est bien sa lèvre inférieure qui se trouve à l'intérieur de ce plateau, n'est-ce pas? Oui, c'est la lèvre inférieure qui a été incisée quand Raoni était très jeune, à la suite de quoi on y a inséré un petit plateau. Et petit à petit, au fur et à mesure de la cicatrisation, le plateau a été agrandi jusqu'à ce qu'il prenne la taille qu'il a aujourd'hui. Chez les Kayapos, c'est leur coutume, c'est un signe de courage et c'est aussi un signe de bravoure et pour effrayer l'ennemi. Alors, ça n'a pas surpris en tout cas les Brésiliens que nous avons rencontrés depuis que nous sommes arrivés, puisque hier soir, nous avons donné dîner dans un restaurant qu'on pourrait qualifier d'international, n'est-ce pas, dans notre hôtel. Et bon, Raoni était ainsi, les autres étaient costumés et cravatés. Et disons que presque personne ne s'est retourné ou n'a pas paru surpris. Il est connu au Brésil? Raoni est extrêmement connu au Brésil, aussi connu que Pelé, pas peut-être autant que Senna, mais j'espère que le jour où il sera aussi célèbre qu'eux, une grande bataille sera gagnée. Pour moi, Raoni est un petit peu le Gandhi de l'Amazonie, c'est un homme de paix, ouais. C'est un homme de grande sagesse. C'est lui, si vous voulez, aujourd'hui qui est le symbole de cette défense pour la grande forêt. Dites-moi, et vous qui défendez la nature, vous portez de l'ivoire autour du cou? Ah non, c'est pas du tout de l'ivoire. Ah, ça ressemble en tout cas de l'ivoire. Ça ressemble à l'ivoire, certains me l'ont reproché par ignorance. En fait, il s'agit de coquilles d'escargot de forêt. C'est un cadeau que m'ont fait les Indiens et c'est un cadeau qu'on offre aux jeunes mariés dans les tribus du Haut-Xingu. Merci en tout cas Jean-Pierre d'être venu ici ce soir depuis Rio au Brésil. Voulez-vous transmettre nos salutations à Raoni, à l'ensemble de son peuple, à son fils, et lui dire qu'on ne l'oublie pas, puisque le départ c'était quand même Sacrée Soirée en 1989, et que ça continue, qu'il sera toujours le bienvenu à TF1. Très joli.